Bonjour à tous et très bienvenue dans Découverte Jardin. Nous sommes au cœur de l'hiver. Le jardin s'est replié sur lui-même, il semble complètement endormi, mais pas tout à fait. Il y a quelques végétaux qui nous font le plaisir non seulement de nous charmer par leur floraison, mais de nous enchanter par leur parfum. Et c'est notamment le cas du Sarcococa. Le Sarcococa, la merveille de l'hiver, et aussi la plante vedette du moment. Si je vous dis Sarcococa, cela ne vous dit sans doute pas grand-chose. Si je vous dis buis parfumé, sans doute encore moins. Et pourtant, voilà une des toutes meilleures plantes pour l'hiver qui ne pose quasiment aucun problème dans un jardin et surtout qui nous fait cette floraison à partir de la fin janvier et jusqu'à la fin février, une floraison délicieusement parfumée. Et pourquoi l'appelle-t-on buis parfumé ? Pour le parfum bien sûr, mais parce que c'est une plante qui appartient à la famille des Buxacées. Alors on rentre bien sûr dans la botanique avec les Buxacées, les buis, et une énorme confusion au niveau des noms qui a fait que de temps en temps ce Sarcococa, on l'appelle comment ? On l'appelle la boîte de Noël parfumée. Pourquoi une boîte ? Pourquoi Noël ? Eh bien tout simplement à cause des Anglais. Les Anglais appellent le buis box. Et box veut dire également boîte. Ils l'appellent Christmas Fragrant Box. Et la boîte de Noël, Christmas, parfumée. Mais en fait, on doit dire, nous les Français, le buis parfumé. Encore deux petits mots de botanique si vous le voulez bien. Ce Sarcococa doit son nom à un botaniste très célèbre, John Lindley, qui en 1826 l'a nommé ainsi. John Lindley, c'était un des plus célèbres orchidophiles, quelqu'un qui a nommé énormément d'orchidées et qui s'intéressait aux plantes de l'Asie du Sud-Est parce que notre Sarcococa pousse dans l'Himalaya, sur les contreforts en Chine de cette montagne géante, dans des endroits un petit peu abrités, en sous-bois. Et c'est comme ça que nous allons l'accueillir au jardin. Nous n'allons pas rentrer dans les querelles de botanistes qui contestent le nombre d'espèces de Sarcococa. Si vous avez envie de cette plante, vous dites Sarcococa et ça marche à tous les coups. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ce Sarcococa dans votre jardin ? Eh bien, écoutez, il n'y a rien à faire. C'est une plante qui pousse toute seule, ça ne devient pas grand, donc c'est très bien pour les petits jardins de ville. Ça pousse parfaitement aussi dans un bac d'une trentaine de centimètres de diamètre. Et en permanence, c'est décoratif. Alors, vous avez des feuilles alternes, donc elles sont une comme ça le long de la tige. Et puis, en ce moment, donc en hiver, on a nos petites fleurettes qui apparaissent et elles vont être suivies de baies noires qui restent très longtemps sur la plante puisque on a à la fois la floraison et la fructification en même temps. Donc, pour réussir notre Sarcococa, simplement quelques petites restrictions. On l'a dit tout à l'heure, il pousse dans les sous-bois, donc on va le mettre plutôt à mi-ombre. Ce n'est pas la peine de le mettre à l'ombre dense, même s'il peut réussir. Et petite exigence quand même de star, un sol légèrement acide. Pas de la terre de bruyère, mais on va mettre de l'humus au moment de la plantation, ça lui fera le plus grand bien. Et après, je peux vous garantir, plus rien à faire, ni taille, ni apport d'engrais, bon, simplement quelques petites gouttes d'eau en été s'il fait très chaud. Le Sarcococa va vous former un beau buisson bien dodu, bien touffu, comme vous le voyez ici. Bien sûr, il est extrêmement difficile d'imaginer que ce jardin assez rabougri en ce mois de février va resplendir de forme, de végétation, de floraison à partir du printemps et surtout en été. Eh bien pour ça, on a besoin du jardinier et de son outil préféré, à savoir le sécateur. Il va falloir notamment, par exemple, regardez, cet arbre à faisan, il a besoin d'être rajeuni. Et on voit même les petits bourgeons qui commencent à poindre, donc on va faire une taille très drastique. C'est ce que l'on fait sur toutes les plantes d'été. Et on va donc retrouver pour cela notre expert en matière de taille, Jean-Luc Echen. Il est au milieu d'un grand massif et il va vous tailler un buddleia. Vous allez voir, il va plutôt le ratiboiser. C'est la rubrique « La taille en détail ». Ce buddleia, il pousse en contrebas, il est déjà bien développé, il a fait toutes ses fleurs cet été et par contre je vais lui faire une taille en éventail
à plat, de façon à ce qu'il nous fasse un bel écran et surtout qu'il me laisse la place pour mon petit écran de fusain et qu'on ait une opposition de couleurs entre le feuillage jaune du fusain et le feuillage gris bleuté du buddleia. Je vais d'abord devoir supprimer tous les rameaux qui s'avachissent sur les fusains et lui appliquer une taille en éventail. Là, je prends mon sécateur et je supprime au fur et à mesure ce qui pousse vers l'extérieur. Ça pousse trop vers l'extérieur. Je supprime à la base. Donc en fait, je refais un charpentage sur le buddleia. Ici. Ça, c'est en surnombre. Et donc il va me rester sur ce buddleia 1, 2, 3, 4 directions que je vais raccourcir à ce niveau-là. Tout ce qui est bois sec, brindilles mortes, on enlève tout. Donc je me trouve en présence ici de petites brindilles sèches que je vais supprimer de façon à nettoyer, bien nettoyer la souche ici avant d'opérer la taille de rabattage proprement dite ici. Je vais changer d'outil pour vraiment nettoyer les chicots. Parce que le bois du buddleia est très dur et il vaut mieux s'aider plutôt avec une scie qu'un sécateur ébrancheur parce que le sécateur ébrancheur il sera moins précis et surtout il va m'éclater mon bois. Voilà. Là je tourne autour pour être toujours en bonne position. Voilà. Parce que même si c'est un buddleia, c'est une plante commune, bien soignée, c'est une plante magnifique. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir passer à la taille proprement dite. Donc on a fait tout le nettoyage. Alors le buddleia est une plante qui fleurit sur le bois de l'année. La logique voudrait que on le coupe à ce niveau-là, au niveau des premiers départs, tous les ans, donc après la floraison, donc pour le prochain démarrage de végétation. Or dans le cas présent, on se trouve ici avec un écran de fusain, donc ça veut dire que je vais remonter mon niveau de coupe à ce niveau-là. Donc toujours ici, j'ai ma taille en éventail et je vais supprimer donc tous les rameaux qui ont porté des fleurs. Je vais simplifier la plante, c'est pas la peine de garder ça, ici. Hop. Voilà. Et à partir de l'année prochaine, voilà. Donc dès le printemps, la plante va repartir à partir de ces points-là, ici, à partir de ces points-là, et elle va faire à peu près 1 mètre à 1,50 m de végétation avec une profusion de fleurs bleues qui vont être en opposition avec le feuillage doré du fusain. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Le jardinier intervient en permanence sur la nature, mais sur la nature des plantes surtout. Et savez-vous qu'il est possible de jardiner au naturel, ou du moins d'essayer de transformer son jardin en un petit coin de nature apprivoisé? C'est notre nouvelle rubrique, Jardiner au naturel, et c'est tout de suite. Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Jardiner au naturel, c'est accueillir dans son petit domaine toute la flore et la faune sauvage qui sont non seulement utiles pour notre environnement, mais pour l'ensemble de l'écosystème. La mission du jardinier naturaliste, si je peux l'appeler ainsi, va être de faire en sorte de transformer son jardin en un havre d'accueil pour les oiseaux, pour les insectes, pour les hérissons et plein d'autres petits animaux parfois totalement invisibles ou que l'on n'aime pas forcément d'ordinaire, mais qui jouent un rôle absolument essentiel dans le biotope que constitue notre jardin et qui va nous permettre de créer un équilibre et d'avoir un jardin magnifique, naturel et surtout très utile pour l'environnement. L'hiver est une période extrêmement difficile pour tous ces petits passagers clandestins
comme je viens de les appeler, et notamment pour les oiseaux que je vous conseille de nourrir alors avec des graines ou avec du pain dur qui va vraiment être quelque chose de très très utile pour eux, notamment quand il fait très froid. Mais je vais vous présenter également des abris très astucieux pour protéger les insectes utiles et même pour accueillir un hérisson. Donc on va nourrir les oiseaux. Donc voilà, il faut écraser du pain ou alors mettre des graines qu'on va trouver dans le commerce. Le jardinier au naturel a donc deux missions principales pendant la période hivernale, nourrir avec des mangeoires ou même abreuver, c'est très important. Et quand il fait très froid comme aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas oublier dans le bain d'oiseaux d'aller casser la glace. Très très important. C'est très important pour que les oiseaux puissent s'abreuver. Et dernière mission, mais ce n'est pas la moindre, héberger, accueillir toute cette petite faune avec des installations bien particulières que je vous propose de découvrir maintenant. Accueillir la faune sauvage dans son jardin, c'est contribuer à la biodiversité. Et les deux boîtes que j'ai ici vont jouer un rôle majeur pour accueillir d'un côté des prédateurs, comme les coccinelles, les chrysopes qui vont manger des quantités de pucerons, et de l'autre servir d'abri à des abeilles très très utiles, des abeilles sauvages que l'on appelle osmies ou abeilles maçonnes. L'expansion des zones urbaines, là où se trouve notre petit jardin, a créé une destruction logique des espaces naturels. Du coup, les auxiliaires comme les coccinelles ou les chrysopes, que l'on appelle d'ailleurs du joli nom de demoiselles aux yeux d'or, ne trouvent plus suffisamment d'abri pour passer l'hiver et pour venir ensuite nous rendre service dans nos jardins. Donc, on va leur offrir ce type d'abri qui est composé simplement de pommes de pin sèches dont les écailles sont ouvertes et vont constituer chacune un petit refuge, et l'on accrochera cet abri dans un endroit tranquille de manière à ce que nos amis insectes hivernent sans problème. Depuis très peu de temps, on s'est rendu compte que les abeilles domestiques étaient beaucoup moins efficaces en matière de pollinisation que les abeilles sauvages que l'on appelle abeilles maçonnes ou osmies. Ces osmies ont la particularité de pondre durant l'été à l'intérieur de cavités qu'elles trouvent dans le bois. Or, on ne trouve plus dans les villes de tas de bois où les osmies pourraient se réfugier. Donc le jardinier naturel a tout intérêt à apporter une petite chambre pour ces osmies. Alors c'est fait avec des rondins de bois qui ont été perforés et le fabricant a tout prévu. On va pouvoir mettre une petite attache ici de manière à ce que l'on puisse accrocher dans un arbre, de préférence vers le sud, le sud-ouest ou le sud-est. Et il y a encore beaucoup plus fort, le véritable hôtel à insectes. Dans cette grande boîte, il y a cette remarquable construction à étages qui va nous permettre d'accueillir 6 espèces d'insectes utiles différentes. Fabriquée bien sûr dans du bois non traité et ne renfermant que des matériaux naturels, la maison des insectes va accueillir jusqu'à 6 espèces d'insectes extrêmement utiles pour votre jardin. Alors à commencer bien sûr par des coccinelles qui vont aimer rentrer à l'intérieur de ces petits copeaux de bois pour se protéger du froid. Et puis ici, on a tous ces trous qui vont servir de tunnels pour les osmies, les abeilles maçonnes, pour venir y pondre. Au milieu de notre petite maison d'insectes, on a du bois à moelle. Le bois à moelle est vraiment le lieu de prédilection pour les guêpes solitaires ou pour les abeilles masquées qui viennent non seulement s'y réfugier, mais aussi y pondre. Et tout au milieu ici, vont venir se loger les papillons pendant l'hiver pour se mettre à l'abri, notamment les citrons et les vanesses de l'ortie. Et puis tout en bas, nous avons le palais des demoiselles aux yeux d'or, ces fameuses chrysopes qui vont adorer les pommes de pin qui sont là pour venir s'y réfugier également pendant l'hiver. Eh bien, il est temps maintenant d'aller pendre la crémaillère de notre hôtel à insectes. Alors on va l'accrocher dans un endroit bien exposé au soleil, en hauteur, qui ne reçoive ni le vent, ni les intempéries. Un des plus grands amis du jardinier que je vous invite à accueillir dans votre petit domaine, eh bien c'est le hérisson. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a un abri, une maison pour hérissons, pour qu'ils puissent non seulement hiberner, mais également trouver refuge tout au long de la saison. Et vous allez voir, c'est extrêmement facile à mettre en place. Même un bricoleur aussi lamentable que moi est capable de monter cette maison à hérissons. Il suffit de suivre le mode d'emploi. Tout est fourni
y compris la clé Allen. Et ça, c'est malin, parce que ce ne sont pas des vis, mais simplement des sortes d'écrous qu'il suffit de serrer. Et avec l'outil, est vraiment une simplicité absolue. Le hérisson est un animal secret qui a besoin de tranquillité et qui veut uniquement se dévoiler durant la nuit. Alors, on va aller placer notre maison à hérisson sous des plantes, notamment un lierre. Comme ça, il sera bien tranquille chez lui et je suis sûr que très rapidement, nous aurons toute une famille de hérissons à la maison. Allez, hop. Voilà. Bien dissimulé sous son épais manteau de végétation persistante du lierre, l'abri à hérisson attend son hôte. Vous pouvez également le placer sous des broussailles ou sous tout couvert végétal. Le jardinage d'hiver, c'est souvent aussi le travail de la terre. On utilise, nous les jardiniers, des outils costauds qui durent longtemps, mais qui sont souvent assez lourds. Alors on va rejoindre Nicole pour la rubrique Mon jardin au féminin. Elle vous présente des outils ultra légers, ainsi qu'un pot connecté. Bonjour à tous. En cette fin d'hiver, le jardin sort lentement de sa torpeur. C'est le bon moment pour préparer le printemps, car tout va aller très vite. Je vous propose de gagner du temps et des efforts avec de nouveaux outils ergonomiques et légers. Allons tout de suite les essayer ensemble. Cette année, 3 nouveaux outils caractérisés par leur ergonomie et leur légèreté viennent compléter la gamme solide de Fiskars. Grâce à leurs manches en aluminium, ils pèsent entre 30 et 50% de moins qu'un outil similaire de conception traditionnelle. La partie travaillante et solidaire du manche, cela assure une rigidité que l'on ne retrouve pas chez les outils dotés d'un manche en bois. Résultat, pas de vibration et une plus grande précision dans le geste. Les longs manches permettent de jardiner dans une position confortable qui soulage le dos. Muni de 14 dents courbes, le râteau solide de Fiskars pèse seulement 670 grammes. C'est un outil indispensable dans la panoplie du jardinier. Il permet d'éliminer les impuretés, les cailloux et les petites mottes à la surface du sol. Il sert aussi à niveler avec précision. Le cultivateur effectue un premier nivelage du terrain et casse les grosses mottes. Il ameublit sur 5 cm de profondeur. Ces 3 dents pointues en acier sont protégées par un revêtement anti-corrosion et anti-adhérence pour un nettoyage facile. Affichant 620 grammes sur la balance, la binette est la plus légère des 3 nouveaux outils solides de Fiskars. J'ai apprécié son tranchant préaiguisé et biseauté, idéal pour le cerclage. Il coupe d'un seul coup les mauvaises herbes dans les massifs et les allées. Et c'est ce qui justifie le fameux dicton « Un binage vaut 2 arrosages ». Croyez-moi, avec ces outils poids-plumes, le jardinage devient un vrai plaisir. Continuons notre visite du jardin. En ce mois de février, il n'y a pas que le sarcococa qui est en fleurs. Regardez, nous avons un camélia d'automne. Le camélia, ça sent quoi? Alors ça sent quoi? Ben, ça sent bon, ça sent pas mauvais du tout. On a encore quelques roses de Noël que je vous avais présentées dans notre émission précédente. Quant au jasmin d'hiver, il est un peu quand même sur la fin. Ça veut dire que le printemps n'est pas loin. Qui dit printemps dit belle saison. Il va falloir le préparer. Alors au boulot. En ce mois de février, il fait bien meilleur à travailler à l'intérieur ou dans la véranda. Et savez-vous que la tâche principale du moment, c'est le rempotage des plantes d'intérieur, du moins celles qui en ont besoin. Eh bien tout de suite, le temps de préparer cette petite mise en scène avec notre terreau et tout ça, j'en reviens et on voit tout en détail. J'ai choisi de vous rempoter aujourd'hui un arbre des Mayas. Vous allez me dire, ça ressemble un peu à un yucca. Et oui, vous aurez raison, c'est un yucca, mais pas n'importe lequel. C'est une variété nouvelle qui a la particularité d'avoir un tronc assez renflé. Cet arbre des Mayas, je viens juste de l'acheter. Et comme très souvent, il est dans un pot un peu étroit pour lui. Alors, nous allons le changer de pot. Coup de chance, c'est le bon moment. Alors, nous allons rempoter notre arbre des Mayas dans un pot
ultra moderne. Un pot en résine, un pot presque translucide parce qu'il est branché. C'est un pot qui va changer de couleur, mais c'est un véritable pot qui a son trou d'évacuation de l'eau d'arrosage en excès. Ça, c'est très important, à moins que vous ne préfériez une réserve d'eau, mais ça, je ne suis pas très fanat. Tous les pots traditionnels, donc ceux qui ont un trou d'évacuation d'eau, doivent avoir une couche drainante au fond. On va utiliser pour cela des billes d'argile expansées. On en met environ 4 à 5 cm d'épaisseur. Cela évite que le terreau se compacte et ça assure l'évacuation de l'eau d'arrosage en excès. Le secret d'un rempotage réussi, c'est la qualité du terreau. Le terreau, c'est un support de culture. Les professionnels le préparent avec des matières organiques, avec des matières minérales, donc avec un ensemble de composants dont la proportion et la qualité de base font toute la différence. Petit conseil, essayez toujours de vérifier derrière le sachet s'il y a bien 4 matières principales. Et nous avons ici un terreau tout à fait spécial dont je vais vous dévoiler les petits secrets. Notre terreau ici est composé d'écorce compostée, de tourbe brune, de tourbe blonde de sphène, de fibres de coco, d'engrais organiques et de mycorhizes. Que sont les mycorhizes? Eh bien, ce sont des germes de champignons qui vont venir s'assembler avec les racines. C'est ce qu'on appelle une symbiose pour permettre à la plante de mieux se nourrir, de mieux résister à la sécheresse, ce qui vous garantit un rempotage réussi. Un bon terreau doit-il être noir? Eh bien non. Doit-il être fin? Pas plus. En revanche, doit-il comporter des fibres et des petits morceaux de bois, par exemple, ou des petits cailloux? Eh bien oui. C'est exactement ce que l'on a ici, dans ce terreau, qui va nous éviter le compactage, ce qui fait que si je le serre fort dans ma main, eh bien, il reste toujours fin, aéré, et ça, c'est le secret, vraiment, d'un très bon terreau. Le yucca est une plante d'origine sud-américaine et une plante que l'on peut qualifier, dans un langage vernaculaire, de plante grasse, que les scientifiques préféreront appeler une plante succulente parce qu'elle a des organes de réserve. Donc ça veut dire qu'elle a besoin de ce terreau très léger que je viens de vous présenter. Et maintenant, nous allons voir comment dépoter ce yucca. Alors, le petit truc, c'est déjà de bien tenir la plante comme cela et on va donner un petit coup sur le bord du pot, et voilà, je l'ai désolidarisé. Et voyez, on constate déjà la présence apparente de racines autour de la motte. Il avait bien besoin de changer de pot. Il suffit maintenant de remplir les interstices du pot et de la motte avec notre terreau pour assurer la mise en place de la plante. Alors attention, hein, ça ne suffit pas, vous allez voir, il faut quand même tasser. Et pour l'instant, on remplit avec un maximum de terreau et on va faire pénétrer tout le substrat bien au fond du pot et surtout tout autour de la motte de manière à éviter tout risque de trou d'air, enfin de poche d'air, qui risquerait de laisser les racines au sec et de compromettre la reprise. Pour être assuré que le terreau va bien pénétrer jusqu'au fond du pot, j'ai l'habitude d'utiliser des petites baguettes en bambou comme ça. Et ça fait vraiment un tassage extrêmement efficace. Donc n'hésitez pas, faites comme moi. C'est rien du tout, mais c'est un petit secret de jardinier. Alors on termine le travail en tassant bien avec la paume des mains, de manière à laisser environ 1 à 2 cm entre le bord du pot et la surface de terreau, tout simplement pour recevoir l'eau d'arrosage. Alors maintenant, il est temps d'arroser. Alors l'arrosage doit être copieux de manière à ce qu'il imbibe complètement tout le volume du terreau. Et généralement, on va s'en rendre compte au fait que l'eau va filtrer à travers notre trou de drainage. Comme je vous l'avais annoncé, ce pot est lumineux, alors que la lumière soit.
le rempotage va relancer la croissance de la plante, elle va se remettre en végétation, comme disent les jardiniers, et c'est ce qui se passe à l'extérieur au jardin au printemps. Le printemps, c'est à peine dans un mois. Eh bien, on va avoir tout de suite une explosion de floraison. Les premiers arbres à fleurs, ce sont les prunus, les cerisiers à fleurs, et Pierre-Adrien Lagneau nous en présente toute une collection. C'est la rubrique « Les plantes coup de cœur ». Le cerisier à fleurs, qu'on appelle plus communément le prunus, c'est le nom du genre auquel il appartient, comme les cerisiers, les pruniers, les abricotiers. C'est un arbuste à floraison très précoce et qui est donc extrêmement décoratif grâce à ça. C'est un arbuste qui annonce le printemps. Il a une magnifique floraison rose, plus ou moins foncée en fonction des variétés. Certains sont blancs. Le feuillage aussi est très décoratif et superbe. Vous avez certaines variétés comme le Royal Burgundy qui est ici, qui a un feuillage pourpre foncé, ou vous avez Ockham qui a un feuillage qui commence bronze, puis devient vert franc pendant l'été et passe au rouge orangé à l'automne. Donc c'est un arbre qui est décoratif presque tout au long de l'année. Il n'est pas très compliqué à cultiver, il aime les terres ordinaires mais les terres bien drainées. Donc dans une terre lourde, n'hésitez pas à rajouter une couche de gravier au fond du trou pour améliorer le drainage. La forme de ces arbres et arbustes est très variée. Vous en avez des retombants, d'autres apports étalés, d'autres semi-érigés ou carrément colonnaires. Vous pouvez les utiliser en massif, en isolé, en haie libre ou même en haie taillée. Il faudra bien les arroser les premières années qui suivent la plantation. Une fois bien installé, il pourra se débrouiller tout seul. Vous pouvez les tailler si vous le souhaitez. C'est une taille légère qui est à faire juste après la floraison. On ne taille pas plus de 30% de la plante et en général, on se contente d'éliminer le bois mort ou les branches les plus anciennes pour aérer un peu le cœur. Les fleurs apparaissent en général avant le feuillage. Elles sont ravissantes, assez petites, parfois doubles, et elles couvrent littéralement les branches. Et même si cette floraison est assez éphémère puisqu'elle va durer une quinzaine de jours, d'ailleurs, il faudra planter l'arbre dans un endroit abrité des grands vents, eh bien tout l'arbre va être décoratif puisque même l'écorce est belle. Une petite astuce, c'est de le choisir en fleurs, comme ça vous serez sûr d'avoir le coloris que vous souhaitez. Le cerisier à fleurs est vraiment l'annonciateur du printemps, d'ailleurs il est même célébré au Japon comme le symbole de la beauté éphémère. Toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de Découverte Jardin et vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières sur News Jardin TV, bien sûr.